mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir pour cette 5e édition des matinales d'immobilier d'entreprise. Cette thématique traitera donc des OPCI, les fameuses OPCI. Juste un petit rappel du concept des matinales. Et il s'agit d'un concept resserré. Donc dans la matinée, on reçoit des gens, des partenaires, des amis. Et l'idée, c'est d'avoir une certaine interactivité, le partage d'expériences, la convivialité, et toujours l'articulation entre la théorie et la pratique d'une thématique de l'immobilier d'entreprise. Donc la première édition a traité du bail commercial. C'était un sujet assez costaud. Il y avait du monde, il y avait beaucoup d'interactions. Le deuxième thème donc était l'immobilier industriel. On a traité aussi de la réhabilitation et la valorisation urbaine à Casablanca. On a parlé aussi de la logistique dans la 4e édition, qui était une édition assez intéressante aussi. Et aujourd'hui, donc, on va traiter des OPCI. Je vais commencer donc par présenter le panel. Nous avons d'abord Monsieur Nofel Bendefa, qui est PDG de REM Partners, ici au Maroc, et qui a une expérience éprouvée dans la gestion de fonds d'investissement, entre autres. Nous avons Maître Romain Berton, qui est avocat au barreau de Paris, qui est installé au Maroc depuis de nombreuses années maintenant, et qui est associé au cabinet Lefebvre-Pelletier et associé. Voilà. C'est la première fois que j'anime donc cette matinale après 4 succès retentissants de mon ami et associé, Cherif Houchmi. J'espère que je serai à la hauteur de ta performance en tant que modérateur. On va traiter d'un sujet qui est d'actualité, parce que la loi 70-14 sur les OPCI au Maroc a été adoptée à l'unanimité à la Chambre des représentants en février dernier, donc c'est de moins d'un mois. Et on va d'abord commencer par une définition de ces fameux OPCI. Donc, j'ai trouvé une petite définition. Je n'ai pas utilisé Wikipédia comme Cherif. J'ai essayé de voir quels sont les autres sites. En parenthèse, Wikipédia avait une définition tout à fait acceptable et correcte. Alors, donc, les OPCI au Maroc, en France, pardon. Alors, l'OPCI est un produit de placement immobilier destiné au grand public. Son cadre juridique est largement inspiré de celui des OPCVM, un produit que nous avons au Maroc depuis une loi qui est sortie en 1993, donc un produit qu'on a déjà bien pratiqué. Donc les OPCI ont pour objet l'investissement dans des immeubles exclusivement en vue de leur location. Il n'est pas concevable d'avoir des OPCI pour faire de la spéculation ou comme un marchand de biens qui va revendre pour une plus-value. Bien qu'elle fasse des plus-values par la suite dans le cycle normal d'un OPCI. Ils peuvent aussi acheter des immeubles existants, neufs ou anciens, ou en l'état futur d'achèvement. Une petite nuance, c'est que les OPCI, contrairement aux SCPI, donc on va voir ça tout à l'heure, Maître Berton, peuvent faire construire des immeubles. Donc à un certain moment, elles peuvent détenir des terrains en vue de la construction d'immeubles. Elles peuvent aussi détenir des immeubles par le biais de sociétés. Donc c'est un investissement indirect dans l'immobilier. Alors maintenant, je vous propose de voir une petite vidéo de 2 minutes que j'ai trouvée sur YouTube, du groupe Before Bank. C'est assez didactique et ça permettra aussi d'amorcer le débat. Investir dans la pierre à partir de quelques milliers d'euros, c'est possible grâce à des véhicules d'épargne collective, les OPCI, organismes de placement collectif immobilier. La genèse des OPCI remonte à 2004. Elle part d'un constat,
les SCPI enregistrent de bonnes performances malgré une conjoncture peu favorable. Seul inconvénient, les SCPI ne sont pas liquides. Une alternative plus souple que les SCPI est donc créée, les OPCI. C'est en 2007 que les premières sociétés de gestion sont habilitées à gérer des OPCI. Basés sur les mêmes principes juridiques que les OPCVM, ils permettent à une multitude d'épargnants de mettre en commun leurs capitaux. Ces capitaux sont ensuite réinvestis dans des biens immobiliers, des bureaux, des hôtels ou encore des commerces. Et ces biens sont expertisés par 2 évaluateurs indépendants désignés pour une durée de 4 ans et agréés par l'AMF. Mais comment sont composés les OPCI ? En plus des actifs immobiliers qui constituent au moins 60% des OPCI, les actifs non immobiliers peuvent atteindre jusqu'à 30%. Autre impératif, 10% des actifs doivent être des placements liquides. Le but, pouvoir racheter les parts des porteurs qui souhaitent sortir de la société. Car contrairement aux SCPI, les actionnaires peuvent décider de revendre leurs parts à tout moment. Ce n'est pas tout, les OPCI permettent en plus une diversification patrimoniale. C'est un moyen d'accéder au marché immobilier ou de diversifier son exposition immobilière vers de l'immobilier d'entreprise. Grâce aux recettes locatives, ensuite, ils peuvent constituer un complément de revenus pour la retraite. Et avec l'indexation des loyers, les OPCI peuvent être un rempart contre l'inflation. Enfin, dernier avantage et non des moindres, l'épargnant peut bénéficier de régimes fiscaux différents. S'il opte pour un OPCI sous forme de fonds de placement immobilier, c'est la fiscalité des revenus fonciers. S'il choisit les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, c'est la fiscalité des capitaux mobiliers qui s'applique pour les dividendes. Je me tourne vers mon panel. Je commencerai par Maître Berton. Est-ce que c'est une bonne définition et comment vous définiriez l'OPCI en France, tout au moins, du point de vue juridique? Oui. Alors moi je vais m'intéresser au Maroc parce que je vais aller directement au but, c'est à mon avis le Maroc qui nous intéresse là, et je prends pour base la loi qui est discutée en ce moment devant le Parlement. C'est une bonne définition. Enfin, pour moi il y a plusieurs éléments à avoir en tête pour comprendre ce que c'est qu'un EPCI. Le premier élément, c'est de savoir que c'est un véhicule juridique qui peut prendre 2 formes, un fonds de placement immobilier ou une société de placement immobilier. Le fonds n'a pas de personnalité juridique, la société a une personnalité juridique. Ça n'a pas d'incidence sur la responsabilité des porteurs des parts ou des actions de chacun de ces véhicules, car la loi prévoit que leur responsabilité personnelle n'est pas engagée. L'avantage du FPI sera sûrement un avantage fiscal, puisque le FPI est un véhicule qui est transparent, fiscalement en France en tout cas, et on imagine qu'il le sera aussi au Maroc, et qui ne sera pas taxé à l'impôt sur les sociétés. Chacun des porteurs de parts sera taxé directement sur la part du bénéfice qui lui est attribuée au titre du fonds de placement immobilier. La société de placement immobilière, elle, est a priori soumise à l'IS, sauf si le ministère des Finances acceptera de ne pas les soumettre, comme c'est le cas en France dans certains cas. Donc il y a deux formes. Ces 2 formes, c'est déjà donc une forme juridique. Ensuite, c'est un investissement qui est principalement immobilier. Si vous l'avez dit, l'idée toujours au Maroc, c'est d'éviter même si on n'y arrive pas forcément, la spéculation. Alors, il y a plusieurs outils qui sont utilisés pour ça dans les opérations d'aménagement, par exemple. On met des conditions résolutoires à celui qui ne valorise pas son bien. Dans les EPCI, on a prévu que les biens dans lesquels on doit investir sont des biens qui sont destinés à la location. Voilà. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc l'idée n'est pas de faire de la spéculation, mais d'investir dans quelque chose qui donne une activité économique. Éviter la spéculation. Mais on peut aussi prévoir bien sûr que le sous-jacent, l'immobilier, soit en l'état futur d'achèvement ou pas en l'état futur d'achèvement. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la composition de l'actif d'un EPCI, parce que c'est assez détaillé dans la loi, mais peut-être avant ça, on peut présenter peut-être les acteurs qui sont prévus dans la loi. Il faut comprendre que dans l'environnement des EPCI, il est prévu qu'il y ait l'EPCI lui-même, il est prévu qu'il y ait une société de gestion qui gère l'EPCI et qui a
c'est lui qui va diriger la société, le FPI, le SPI. Il y a un établissement dépositaire dans lequel on dépose soit les titres de l'actif, des valeurs de l'actif de l'EPCI, soit qui contrôle les actifs immobiliers qui sont détenus par l'EPCI. Il y a l'autorité marocaine des marchés de capitaux, la MMC, qui va donner des agréments, qui va contrôler l'activité des uns et des autres. Il y a les évaluateurs immobiliers, je vois qu'il y a beaucoup d'agents dans la salle, c'est une activité qui va les intéresser, et qui permet une forme de transparence sur la valeur des biens détenus par le PCI. L'agent peut être expert, comme il peut ne pas l'être. Bon. Alors, il y a un petit conflit d'intérêt là. Alors après, on pourra parler. Parce que, effectivement, il y a tout un arsenal législatif qui permet d'éviter les conflits d'intérêts. On est quand même dans un marché marocain où il y a des acteurs qui sont relativement limités. Et comme dans beaucoup d'autres pays émergents, lorsque le pays émerge, il y a un nombre d'acteurs limité et forcément les règles de conflit d'intérêts qui sont prévues par le texte devront peut-être subir quelques aménagements, en tout cas de pratique, forcément. Il y a aussi les commissaires aux comptes qui certifient les comptes et les rapports périodiques qui sont faits aux actionnaires et aux associés. Et puis il y a les actionnaires ou les porteurs de parts qui sont la ressource principale de l'OPCI. Je vais peut-être m'arrêter là, on pourra aller plus loin après, mais merci déjà beaucoup, ça présente un peu l'environnement. Bertrand. Donc, est-ce que la salle est d'accord avec vous? Alors, on voit que 54% des gens pensent que c'est un organisme de placement permettant d'investir exclusivement en immobilier. On a vu un peu dans la vidéo que ce n'était pas vraiment le cas, puisque le fonds, enfin, les OPCI doivent détenir au moins 60% de leurs actifs en immobilier, mais le reste peut être en liquidité ou en... Bon. Alors, je vais réagir là-dessus. On va affronter les choses de manière détaillée là-dessus. L'actif d'un EPCI peut comprendre, alors on a prévu 9 éléments. Le premier élément, ce sont les biens immeubles immatriculés, acquis ou construits en vue de la location, les immeubles en état futur d'achèvement destinés à la location, ainsi que les droits réels dont la liste sera fixée par un droit réglementaire. Donc, dans les droits réels, il y a le droit de superficie, le droit de AOA, le droit de villa, etc. Les droits réels conférés par un titre ou un bail à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'État. Donc, on ne prive pas l'investisseur d'aller investir dans une partie du patrimoine marocain qui est le domaine public de l'État. Les droits réels relevant d'un droit étranger, ça c'est intéressant, et on voit là la volonté d'investissement subsaharienne peut-être qui est derrière cet article. Les titres de capital, les certificats de sous-coupe, les droits de créance, ces titres de créance donnent accès directement ou indirectement à une société à prépondérance immobilière. Les titres de créance ne donnant pas accès au capital social, les liquidités et dépôts. Donc là, on n'est plus dans l'immobilier. Là, à partir du cinquième élément de l'actif, c'est plus l'immobilier qui est concerné. C'est les titres de créance ne donnant pas accès au capital, les liquidités, dépôts, instruments financiers, les placements, les titres d'autres OPCI. On va laisser un peu de matière pour plus tard. Vous me permettez. Je me tourne donc maintenant vers M. Ledefa et en fait, je pose une question qui sort un peu du sujet des OPCI. Je voudrais que vous nous brossiez un petit peu le panorama de l'investissement structuré en immobilier au Maroc et qu'est-ce qu'on peut définir comme investissement structuré au Maroc? Voilà. C'est pas normal de se l'OPCI. Vous ne m'avez pas dit ça hier. Hier, vous m'avez dit l'OPCI, vous m'avez envoyé un email avec des questions. Celle-là ne figurait pas dans le email. Je ne comprends pas ce que vous faites. Oula. Non, je pense que c'est une bonne question parce que l'idée c'est de comprendre un peu comment est-ce que l'investissement dans le secteur a démarré. Et on parle là en particulier de l'immobilier professionnel ou bien l'immobilier destiné à la location. Est-ce que c'était le même démarrage ou bien la même succession d'événements qui nous fait arriver comme en France ou comme en Angleterre, aux États-Unis, à ce texte de loi et à comprendre l'importance d'avoir ce véhicule. Donc si j'ai bien compris votre question, c'est
de revenir un peu vers les 10 dernières années, de parler un peu des fonds d'investissement, des acteurs qui ont été intéressés par les fonds d'investissement, les gestionnaires de fonds. Je pense que ce qui s'est passé peut-être, c'est historiquement au Maroc, la genèse des fonds d'investissement n'est pas venue d'un besoin d'immobilier professionnel qui est venu de l'entreprise, mais qui est venu plus de volonté politique ou bien de vision sectorielle qui voulait financer des décollages ou bien de l'investissement dans certains secteurs, qui est un peu différent de l'historique américain ou bien de l'historique européen en général. Lorsqu'on veut financer le décollage d'un secteur particulier et qu'on essaie de structurer des fonds d'investissement, on est tout de suite confronté à la question du risque de développement et le risque de stabilisation, qui sont normalement des risques pas traditionnellement pris par des institutionnels comme étant des placements courants. Et là, je parle de pension funds ou bien d'assurance. C'est typiquement pas des risques auxquels ils sont exposés. Alors que nous, dans notre démarrage de ces secteurs et de ces fonds d'investissement, c'était le tour de table qu'on a invité. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est le seul tour, enfin, ce sont les seuls investisseurs structurés dans le pays et qui ont la capacité de suivre des secteurs qui avaient besoin d'un engagement financier assez lourd. Je pense que si on fait le tour de table de tous les acteurs, on va sortir 50 000 sujets, raisons pour dire voilà les raisons pour lesquelles les fonds d'investissement au Maroc, on va dire, n'ont pas eu une bonne réussite. On va peut-être parler des défis plus tard. Ouais, oui, mais si vous permettez, c'est important pour la définition. Ce qui est très important à retenir dans ce secteur, que ce soit les fonds d'investissement ou pas, c'est que c'est des secteurs très cycliques. Et l'important, c'est de comprendre qu'il y a toujours un cycle. Et que ce soit aux États-Unis, au Maroc ou en Chine, lorsqu'on a pris le cycle en 2007-2008, la chute du cycle en 2012-2013 était exactement la même pour tout le monde. Et donc, pour répondre à votre question maintenant de manière très courte et très simple, c'est dire le malheur du décollage des fonds d'investissement structurés ou bien des produits structurés de l'immobilier d'entreprise, c'est le timing. Donc, par rapport au même sujet, Maître Berton, vous avez accompagné peut-être ces fonds, enfin sûrement ces fonds d'investissement dans des missions juridiques, à savoir la confection de contrats de gestion de fonds, peut-être, des baux, des pactes associés, des statuts, etc. Donc, comment ça s'est fait? Comment vous pouvez qualifier cette expérience-là? Par opposition au droit de la common law, qui est plutôt inspiré des commons anglais et d'une formation du droit par la jurisprudence, et dans la tradition de droit continental qui existe en France, en Allemagne, au Vietnam, au Japon et dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a un principe de la liberté contractuelle. Et même si là, on essaye d'institutionnaliser quelque chose et d'encadrer une activité pour rassurer et puis pour permettre aussi une certaine fluidité éventuellement. Avant cela, la liberté contractuelle permettait de faire un grand nombre de choses. Et c'est cette liberté, c'est à l'intérieur de cette liberté contractuelle que les fonds se sont insérés pour réaliser leurs investissements. Alors bien sûr, on utilise aussi des institutions de droit commun, le droit des sociétés, les formes sociales de la SARL, de la SA, etc. Les formes obligatoires du bail commercial lorsqu'il est requis, du bail d'habitation lorsqu'il est requis. Donc ça, c'est des éléments de politique économique du Maroc, mais les institutions qui existaient jusqu'alors n'empêchaient pas la formation d'un fonds. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds? C'est une définition vraiment économique. Ensuite, le droit ne doit pas toujours être celui qui doit diriger l'activité économique. Il peut plutôt être au service de l'activité économique. Dans les EPCI, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de dérogations au droit commun qui existaient d'ailleurs déjà dans les OPCVM,
Et par exemple, lorsque l'on s'intéresse à la forme SPI, c'est-à-dire Société de placement immobilier, cette SPI dans la loi sur les EPCI doit prendre la forme d'une société anonyme. Et lorsque l'on veut ouvrir le capital d'une société anonyme à un public large, il y a un certain nombre de règles qui existent du régime de la loi sur les sociétés anonymes qui ne permettent pas la fluidité et la liquidité des actions de la société anonyme. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions qui permettent d'avoir dans la société de placement immobilière une société anonyme à capital variable, avec une possibilité donc d'augmenter ou de diminuer le capital sans avoir besoin de passer par une assemblée générale extraordinaire, avec, c'est la principale dérogation, il y en a d'autres, mais qui permettent, donc, toutes ces dérogations permettent de fluidifier et de s'adapter, là pour le coup, d'accepter des nouveaux actionnaires, d'en faire sortir d'autres, etc. Donc l'ancien système n'empêchait pas les fonds immobiliers d'être créés, mais il ne permettait pas cet accueil du grand public. Les fonds d'investissement sont des véhicules à durée de vie limitée et avec une gestion opportuniste en vue d'une liquidation au bout d'une durée. Alors que les OPCI et les foncières est un produit complètement différent, qui est plus un produit de building d'un bilan et de patrimoine et de rendement. Donc c'est une logique d'investissement et c'est même une typologie d'investisseur à la base qui est extrêmement différente. Donc c'est pour ça que c'est très difficile, même si le sous-jacent paraît comme étant similaire, c'est très difficile de comparer les deux. Et lorsqu'on voit ce qui se passe en Europe ou bien lorsqu'on voit ce qui se passe aux États-Unis, les deux formes coexistent de manière parfaitement cohérente parce que justement il y a des investisseurs qui cherchent ce produit-là versus l'autre et vice-versa. Ce qui s'apparente le plus aux OPCI d'un point de vue opérationnel et type d'actifs visés, c'était les fonds d'investissement immobilier. Alors justement, je reviens vers vous. Peut-être que Maître Béton, vous voulez rajouter parce que le régime permettra aussi d'accueillir des fonds, c'est-à-dire des investissements à durée limitée, puisqu'on pourra aussi prévoir une durée limitée de l'OPCI. Et donc, alors ça, moi je ne suis pas financier, mais je comprends bien dans mes rendez-vous qu'à chaque fois vous parlez de TRI. Le TRI, le temps de rendement interne, il est calculé en fonction de la durée de l'investissement et qu'il y a un espoir de sortie à un moment de l'investisseur du fonds. Voilà. Mais ça le permettra aussi. Okay. Alors, l'expérience des fonds d'investissement a mûri et on a un certain retour d'expérience par rapport à la constitution, par rapport à l'opérationnel, par rapport à la gestion aussi, mais aussi par rapport à la sortie. Parce que nous voyons bien qu'aujourd'hui, certains actifs sont mûrs et on voit l'émergence d'un marché secondaire. Comment se passe cette phase-là aujourd'hui au Maroc? Et quels sont peut-être les défis qu'on a connus dans toutes ces phases, que ce soit au niveau de la gestion ou au niveau de la sortie? Vous voulez dire comment est-ce que le marché de l'immobilier professionnel se porte aujourd'hui après? Parce que pourquoi je dissocie les fonds d'investissement et l'immobilier professionnel qui est le sous-jacent? Parce que les fonds d'investissement étaient une forme de société qui voulaient ou bien qui investissent dans le secteur, mais ce n'étaient pas les seuls et ce n'est pas la genèse de la création du produit OPCI. Mais je vous suis, hein, je sais là où vous voulez en venir. Je veux juste faire la distinction. Donc, pour répondre à comment se passe, je pense, le marché pour l'immobilier professionnel, on a un peu plus de liquidité qu'il y a 10 ans, mais nous n'avons pas la liquidité nécessaire pour créer un vrai marché secondaire. Il y a des raisons historiques et culturelles qui sont aussi la même chose que ce qu'il y avait en Europe, mais il y a aussi des raisons financières. Et si vous voulez, la naissance de ce marché secondaire partout dans le monde est venue dans des périodes de crise. Donc ça, c'est le côté encourageant. Vous savez, aux États-Unis, les REIT sont nés en 1960. Et en 1960, Eisenhower voulait savoir comment financer le décollage de l'industrie américaine. C'est comme ça qu'il a fait passer le texte de loi
OPCI, SICRIT, comme on voulait l'appeler, c'est exactement la même chose. C'est des véhicules transparents fiscalement qui sont destinés à de l'immobilier professionnel en vue d'allocation pour des entreprises. C'est ça la définition globalement. On ne va pas rentrer dans le détail de est-ce que c'était les Français ou les Américains qui ont démarré, mais voilà, parce que c'est là où je disais à Romain, il est devenu plus marocain que moi, et moi je suis un peu plus étranger dans ce cas-là. On a besoin de cette expérience française aussi pour... Voilà. Mais en 1960, la genèse était les banques et les sociétés ne pouvaient pas financer la croissance industrielle nécessaire à cette post-guerre période aux États-Unis où les entreprises étaient en pleine boom. Et c'est là où Eisenhower a dit, écoutez, très bien, ce qu'on va faire pour ces entreprises, c'est créer des véhicules qui viennent financer l'immobilier nécessaire pour la croissance de ces entreprises, pour que ces entreprises-là se focalisent sur leur métier, qui est la production de l'huile ou du sucre ou peu importe de ce qu'ils font. Et c'est la genèse. Externaliser en fait l'immobilier. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, la crise était la genèse. Une crise de liquidité d'abord, qui crée ce besoin. Et c'est après que tous les acteurs se structurent et qu'il commence à y avoir du trading. Mais il faut qu'il y ait un encouragement fiscal pour que ça démarre. C'est ça le... D'accord. Alors, justement, vous me donnez une bonne transition vers la deuxième question que nous avons posée à notre panel. La question est, quel est l'avantage principal des OPCI? Plus de la moitié disent qu'il y a que ça permet une plus grande liquidité de l'immobilier. Ce qui est intéressant, c'est que le tiers aussi parle d'une fiscalité plus intéressante. Alors les gens ont une certaine attente par rapport à la liquidité et par rapport à la fiscalité. En France, Maître Berthaud, est-ce que ces deux impératifs ont été quelque part apportés par la loi de 2002 sur les OPCI? Ce sera un peu compliqué d'aller dans le détail, mais disons qu'il faut envisager la fiscalité de deux personnes. La fiscalité de l'OPCI et la fiscalité du porteur de part. Parce que la fiscalité de l'OPCI aura forcément une implication sur des conséquences sur la fiscalité du porteur de part. Un EPCI qui est taxé à l'impôt sur les sociétés pourra moins verser de dividendes à ses actionnaires, évidemment. Et ensuite, il y a une façon de traiter aussi la fiscalité du porteur de part, non pas, comme c'était exprimé dans le reportage que vous avez montré, comme de la fiscalité immobilière, mais comme de la fiscalité de valeur mobilière. En France, l'équivalent de ce qui existerait au Maroc, les fonds de placement immobilier, sont des sociétés fiscalement transparentes qui ne sont pas soumises elles-mêmes à l'impôt sur les sociétés car elles n'ont pas de personnalité morale. En revanche, la part du bénéfice qui est versée, au porteur de part est taxée entre les mains du porteur de part. Donc cette transparence permet de ne pas... C'est déclaratif. Oui, et puis surtout, ça permet de ne pas taxer le fonds de placement immobilier. Et puis, il y a aussi des avantages dans les sociétés dans l'équivalent des sociétés de placement immobilière, un avantage d'exonération à l'IS qui fait que l'étage société, qui elle a une personnalité morale qui devrait être taxée à l'IS, ne l'est pas. Et donc ça permet évidemment un avantage important. D'accord. Maintenant, juste par rapport à ça, parce que il faut juste, si vous le permettez, je reviens un peu en arrière, parce que nous avons quelques problématiques de langue et de traduction. Et je voudrais bien revenir là-dessus, parce que l'OPCI marocain n'est pas très similaire dans son cadre juridique, d'abord, où il y a une grande différence dans le cadre juridique de l'OPCI marocain et l'OPCI français. Parce qu'il y a un tout petit article qui a été inséré dans l'OPCI marocain pour le différencier complètement de celui français, et c'est l'article de cotation en bourse. Et lorsqu'on a introduit la possibilité de cotation en bourse dans l'OPCI marocain, on a effectivement créé double véhicule. On a créé les SIC qui sont nés par texte de loi de finances et ça a modifié en 2003 en France, en même temps que la création des OPCI.
Et juste pour revenir à la genèse de ça, parce que les caisses de l'État en France étaient vides en 2003, ils ne voulaient pas attendre très longtemps pour passer par un long circuit pour la création d'un texte juridique. Donc un lobby d'hommes forts dans le secteur se sont mis autour d'un certain ministre et ont créé un texte de loi des SIC, et ils voulaient être un peu à l'avance sur aussi le reste des confrères européens qui étaient toujours dans la dynamique juridique. Pourquoi je différencie cette partie? Parce que du coup, nous avons deux produits qui sont créés en même temps. Et historiquement, dans la genèse de la création de ces produits partout dans le monde, c'est des produits qui ont été créés de manière séquencée. Le rite privé est né beaucoup plus longtemps après le rite public, qui était destiné à la bourse. En France, SIC a été créé avant l'OPCI. Le rite anglais est créé avant le produit non coté. L'importance de cela, c'est de dire que la partie fiscale, de toutes les façons, c'est la même. Pour revenir à votre question, c'est une transparence fiscale. Vous allez me dire, mais les gens vont dire ici, écoutez, si l'actionnaire est de toutes les façons fiscalisé, quel est l'intérêt? Que ça soit fiscalisé en haut ou en bas, moi, l'actionnaire, je paye 30% là-haut ou 30% en bas, mais quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. Oui, ça permet la consolidation de la fiscalité. Après, on va rentrer dans des sujets techniques, mais ça permet aussi à des véhicules Luxembourg et de Maurice de bien fonctionner dans des pays comme en France et en Espagne, et des choses comme ça, c'est des histoires européennes. Mais je reviens à l'importance de la distinction entre ces deux produits et le texte marocain. Parce que pour moi, pour créer la liquidité de marché, qui est le mot-clé, on parle de liquidité, il faut créer la liquidité de l'action d'abord, et du véhicule en termes de liquidité action, avant d'attendre de créer la liquidité en termes de sous-jacent. Parce que le sous-jacent, par sa taille, par le ticket d'investissement, par ce que ça représente dans les bilans des investisseurs, ne sera pas très liquide, que ça soit aujourd'hui ou dans 4 ans ou dans 5 ans, peut-être dans 15 ans, 20 ans, mais pas tout de suite. Voilà ce que je voulais. Le sujet est un peu trop technique et un peu trop théorique. Aujourd'hui au Maroc, nous n'avons pas l'OPCI, pas encore en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Je suis sûr que vous travaillez avec des gens qui s'intéressent de manière très importante aux OPCI et qui préparent un peu le coup. Maintenant, en termes simples, on va essayer de vulgariser un petit peu. Comment se passe aujourd'hui, si on fait vous voulez maîtriser le sujet des rites aux États-Unis, comment se passe aujourd'hui l'investissement en immobilier à travers les REIT, donc les Real Estate Investment Trusts, aux États-Unis? C'est une question qui peut être valide pour la France, qui peut être valide pour les États-Unis ou ailleurs. Ce que je pense, votre question est de dire où est-ce qu'on veut en venir. Dans 5 ans, dans 10 ans, par la création de ces OPCI, que ce soit coté ou non coté, qu'est-ce qu'on veut créer réellement? C'est des gens qui nous ont devancés. Voilà, exactement. Où est-ce qu'on va? D'abord, d'un point de vue de résilience économique de rendement, je pense qu'il y a suffisamment d'informations sur la place financière pour aller voir que ce soit la stabilité du rendement de ces véhicules à travers toutes les crises. Et là, je parle de... vous prenez de 1970 à aujourd'hui et vous voyez la stabilité du rendement locatif de l'actif immobilier d'entreprise professionnelle et vous dites, waouh, déjà en voyant ça, réellement, nous avons un produit qui a été résilient, qui n'a pas extrêmement bien surperformé lorsque les marchés étaient euphoriques, mais qui n'a pas non plus subi les baisses lors des crises. Ce qui fait que nous avons des véhicules, je vais aller un peu plus technique ici, qui tradent à peu près 20 fois le multiple de leur rentabilité. C'est-à-dire que l'investisseur qui investit dans ces véhicules est prêt à investir pour un rendement de 4, 4,5%, 5%. Le 20 fois est équivalent à 5%, pour dire j'y crois tellement, c'est tellement stable, que je suis capable d'acheter cette action même avec un rendement de 5%. Donc ça, c'est là où est arrivé un peu le produit américain et les produits aussi européens. Parce que même en France, vous voyez les cycles, ils sont entre 18 et 23 fois le multiple, donc des rendements très faibles. Donc à maturité, quand on arrive à cette maturité, on est prêt à payer 20 fois le... Voilà. Exactement. C'est-à-dire que j'ai un produit
qui va avoir une politique de rendement qui est très simple. Chaque année, j'ai des dividendes parce que par le biais du texte de loi, ça c'est le plus important dans le texte de loi, c'est de dire 80% ou bien 90% ou bien 85% de votre résultat net doit être distribué aux actionnaires. Et donc, on ne peut pas être dans des véhicules à vocation de développement ou de réengager en fait notre rentabilité dans le développement de la société. Non. L'objet, c'est d'acheter des immeubles ou bien d'avoir des immeubles matures, d'avoir un rendement ou bien un coupon locatif et de le redistribuer. Ce qui permet à la personne lambda d'investir dans un portefeuille, par exemple, de magasins, plutôt que d'investir dans un seul magasin et d'avoir un gestionnaire professionnel qui fait la gestion de ce portefeuille. Pour diversifier le risque. Je vais juste en profiter pour vous donner maintenant quelques chiffres clés entre l'Europe et les États-Unis, ou bien la France et les États-Unis, pour vous donner une idée. On parle des OPCI en France, et on parle du fait que ce soit un produit grand public. Il y en a 280 en France, il n'y en a que 10 qui sont grand public. Juste pour vous la faire courte, hein, il y a 400 véhicules aux États-Unis, ils sont tous grand public. Pour vous donner une idée, je vous donne aussi une idée de taille. Il y a 400 véhicules aux États-Unis pour 828 milliards de dollars. Il y a entre OPCI SIC 210 plus 30, c'est ça, 240 véhicules, la moitié des véhicules en France, pour une taille globale de 45 milliards d'euros. Ça vous donne une taille moyenne d'un véhicule américain à 2 milliards de dollars et une taille moyenne de véhicules français à 200 millions d'euros. Voilà. Pourquoi j'y vais là? Parce que lorsque vous me dites où est-ce qu'on veut aller dans 10 ans, moi je veux aller plus vers un modèle américain qu'un modèle français. Pour la simple raison que le modèle français pour moi est un modèle qui a été créé pour que des entreprises puissent investir et sortir leur immobilier entre entreprises et institutionnels et pas pour le grand public. Alors que l'objet social du texte de loi, c'est l'ouverture à l'épargne du grand public. Et on parle beaucoup du grand public, la France n'a rien fait de tout ça. Le produit SIC est un produit qui reste... Oui, un peu fait. Lorsqu'on voit la contrepartie américaine, qui est là où on a vraiment l'investissement par le grand public qui est directement dans ces véhicules. Qu'est-ce que cela veut dire? Je reviens à ce que vous avez dit au départ. Cela veut dire d'abord un confort avec le mode de fonctionnement. Ce que vous avez dit tout à l'heure est très 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 important en termes de conflit d'intérêts. Dans un petit marché, c'est très difficile de maîtriser les conflits d'intérêts. C'est très difficile d'aller vers un petit porteur, et je sais que le CDVM ou l'AMF ont le même souci, c'est-à-dire que lorsque je viens vers le petit porteur, et c'est moi qui suis la société de gestion, mais moi je viens aussi de la banque qui fait aussi le financement des actifs et qui a aussi l'assurance, qui fait aussi les actifs qui sont dans l'OPCI, et là je me retrouve à 4 ou 5 endroits de ce même OPCI, ils vont me parler de 5 acteurs, moi je vais vous dire, les 5 acteurs me paraissent qu'il y en a 4 5. Et il va y avoir des évaluateurs qui sont payés par moi-même en plus. Donc, et à chaque fois que j'ai rendez-vous avec vous, j'enlève une casquette et j'en mets une autre, et non mais aujourd'hui je suis tel. Et moi je suis agent aujourd'hui, je vous présente un actif, voilà, le lendemain je vous le... C'est un peu pour mais là je parle du syndrome français, je parle même pas du Maroc, c'est la raison pour laquelle aussi en France il y a eu des difficultés, mais on voit le changement, on voit les sociétés de gestion indépendantes, on voit des textes de loi qui poussent l'indépendance des sociétés de gestion et la sortie de ces véhicules-là des bilans des banques. Donc, quelque part, l'évolution même européenne va dans le bon sens. Donc, on est déjà très content d'avoir le texte de loi, on est très content d'être à cette étape. Et si c'est juste une question de timing pour suivre l'évolution européenne, bah, tant mieux, on va prendre le temps qu'il faut et on va la suivre aussi. J'y vois aussi d'autres avantages, parce que l'important, c'est que la clientèle, le client final, le porteur de part soit content et du rendement et puisse investir. Enfin, l'idée dans une visée large, de collecte large de l'épargne, c'est de collecter son épargne, donc de lui proposer quelque chose qui est intéressant avec un rendement qui n'est pas celui qu'on peut avoir ailleurs, mais qui est peut-être stable comme derrière cette idée de transparence. Alors, c'est toujours compliqué dans notre monde où l'information de qualité est un peu compliquée à avoir. Enfin,
L'idée, c'est quand même, le texte essaie quand même d'avoir une certaine forme de transparence avec une évaluation semestrielle par des évaluateurs indépendants, etc. Et donc, les conséquences de tout ça, c'est des bienfaits, enfin, de mon point de vue, un bienfait économique, quoi, la circulation de l'épargne, et la circulation de l'argent. Et puis, les effets collatéraux sont bénéfiques pour tous les conseils en immobilier, les avocats, etc. Enfin, en France, quand les OPCI sont sortis, tout le monde de l'immobilier en a vraiment bénéficié. Voilà, mais l'important, bien sûr, c'est qu'au départ, le porteur de part, le client final, ait quelque chose qui est un produit qui rapporte. D'accord. Je sens qu'il y a beaucoup de potentiel au Maroc pour les petits porteurs. Les Marocains sont très portés sur la pierre. Si on avait la possibilité, nous tous, on constituerait un patrimoine. Et donc, si on prenait un actif qui est, enfin, un portefeuille d'actifs qui est diversifié dans le professionnel et qu'on le saucissonne et qu'on puisse avoir un ticket d'entrée qui soit de quelques milliers de dirhams, ben, je pense que ça sera le jackpot pour les Marocains. Enfin, ça c'est mon sentiment. Maintenant, il faudra vendre la sauce aux Marocains, qu'il y ait une communication qui soit importante. Alors, je passe à la troisième question, justement, par rapport à l'horizon d'investissement. On a posé la question donc à des particuliers, finalement. Pour quelles raisons investiriez-vous dans un tel organisme ? Les gens sont unanimes, enfin presque. Les deux tiers pensent que c'est une épargne à long terme. Il y a des spéculateurs dans la salle. Mais à part ça, je crois qu'on a cette vision à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'il en est dans la moyenne de la durée de portage d'OPCI en France et ailleurs? Je pense que il y a deux questions et peut-être au lieu d'aller vers la question du porteur, parce que le porteur est libre, la liquidité de l'action veut dire qu'il peut acheter l'action aujourd'hui, la revendre demain, la revendre dans un mois ou la revendre dans une année. La vision d'un porteur est très différente de la vision du véhicule lui-même. Et très souvent, elles se rejoignent, justement. Et c'est là où on revient à la genèse de la création de ces véhicules, justement, c'est de créer des véhicules à horizon long terme d'investissement. C'est-à-dire, c'est des baux commerciaux, c'est des entreprises qui sont des going concern, qui vont être là dans 10 ans, dans 15 ans, et c'est généralement des baux en fonction des produits qui sont de longue durée. Donc le produit et le sous-jacent, il a une vision plutôt long terme et pas court terme. D'accord. Je vous laisserai conclure, parce qu'il faudra qu'on ouvre les questions au public. Donc par rapport à ça et par rapport à d'autres thématiques. Pour moi, l'important, comme toujours dans les affaires, c'est la confiance. Il faut que les gens aient confiance. Et pour qu'il y ait une confiance, il faut qu'il y ait une forme de transparence. Et pour qu'il y ait une forme de transparence, il faut qu'il y ait des évaluations qui soient bien faites et qui soient sérieuses, et que ce véhicule ne souffre pas de travers qu'il pourrait y avoir, qui pourraient empêcher en ce moment la profondeur, le mouvement de la bourse marocaine. Et c'est vraiment pour moi là où il faut insister, alors soit en marketing quand on vend un produit, mais peut-être aussi, il y a des règles qui vont le permettre. Il y a cette difficulté d'un marché un peu étroit, et c'est ça qui va faire le succès, j'ai l'impression, ou pas de l'OPCI, c'est la transparence, et en tout cas l'impression que le porteur de part aurait de la transparence et de la valorisation des biens. On l'espère. On ouvre les questions, si vous le voulez bien. Donc, ça reste un petit peu concis. Et voilà, je prendrai une première série de questions. Je mets ici. Merci Ahmed. Tu as dépassé de loin Sharif en matière de modération. J'ai pas tenu le temps, par contre. Moi j'ai juste une petite question par rapport à l'exposé, je vous remercie. Est-ce qu'on va s'acheminer au Maroc en fait vers un modèle d'OPCI à l'américaine ou à la française? Bon, j'ai cru comprendre que le modèle américain était beaucoup plus intéressant.
Et enfin, est-ce que les banques de la place vont également se saisir de ces OPCI pour les proposer? Voilà. D'accord. Une deuxième question peut-être? Monsieur Nabil? Ma question est la suivante, c'est qu'on voit que les OPCI sont très liés aux bons commerciaux. Et aujourd'hui, on considère que la réglementation n'offre pas un cadre très confortable pour les investisseurs. Qu'en est-il de l'évolution de cette loi en parallèle avec les OPCI? Et, bonjour, Nabil Founjma. Sur la même longueur, le texte des OPCI c'est une bonne chose, mais ne faut-il pas revoir les autres textes en relation notamment des droits des baux? Je rajoute la REFA, puisqu'on parle de terrain en futur achèvement, et également l'organisation des métiers aux alentours, dans le but de mettre plus de transparence. Merci. Réponse très rapide à la première, c'est le client qui va définir. Ce ne sont ni les gestionnaires ni les banques. À la fin, ce sera qui est le client qui se présente pour le produit. C'est vrai que ça va être orienté. C'est vrai que le gestionnaire a son rôle en termes de marketing, mais il y a, on va dire, une naissance qui devrait se faire et qui va potentiellement se faire plus d'un côté institutionnel que d'un côté grand public. Il y a une distinction que nous n'avons pas fait qui est extrêmement importante. Je vais revenir sur cette distinction, parce qu'on parle d'évaluateurs, mais il faut comprendre la grande différence entre l'OPCI coté et l'OPCI non coté. L'OPCI non coté, qui est la formule française dont on parle, lorsqu'on parle d'évaluateur, c'est l'évaluateur qui définit le prix de l'action. Donc lorsque vous, lambda, petit porteur, vous voulez venir acheter ou venir vendre, ce n'est pas l'offre et la demande de cette action qui prime, ou bien la stratégie, ou bien le prospectus, ou bien ce que vous avez vu sur le marché, c'est plutôt l'opinion, ou bien le chiffre que vous donne un évaluateur. Ça, c'est extrêmement important à savoir, parce que vous revenez à ce que vous disiez tout à l'heure, mais l'évaluateur, il travaille pour qui? Et c'est là où on revient à des problématiques d'appréciation de valeur. Alors que pour l'OPCI coté, l'évaluateur ne fait que donner une valeur référence. Et c'est le cours en bourse est défini par l'offre et la demande. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'a dit l'évaluateur. C'est-à-dire les gens peuvent dire, oui, l'évaluateur a dit c'est une action à 200 dirhams, mais moi je pense qu'ils ont une bonne stratégie, ils vont en Afrique, ils ont fait ceci, ils vont faire cela, donc moi j'estime que c'est 250 ou 300. Donc on peut sortir du cadre défini par l'évaluateur, alors que ce n'est pas le cas pour les OPCI non cotés. Je vais juste revenir par rapport à ça parce que la réponse à cette dynamique de transparence et comment est-ce que celle-là va être vraiment introduite sur le marché va définir est-ce qu'on va s'orienter vers un modèle américain ou un modèle français. Maintenant, sur la question des banques, elles ont leur rôle à jouer, plusieurs rôles notamment. Dépositaires, financeurs en termes des financements dans le cadre des limites permises dans le PCI. Là où moi je voudrais qu'elles n'interviennent pas, c'est dans le rôle de gestionnaire. Parce que la tendance mondiale aujourd'hui, je ne parle pas parce que je ne suis un indépendant en termes de gestion, c'est pas le cas, mais la tendance mondiale a forcé toutes les banques à sortir les gestionnaires du périmètre de la détention et du périmètre des actions de la banque à cause des conflits d'intérêts. Ça vient des États-Unis, ça vient aussi d'Europe, donc j'espère qu'elles ne font pas ce rôle au Maroc. Maître Berton, peut-être pour la question des baux commerciaux, d'évolution du fameux DAIR de 1955. Alors, depuis 8 ans que je suis au Maroc, on parle de réforme des baux commerciaux. J'ai jamais bien compris où on était, qui était à l'initiative de cela, etc. Ce qui est sûr, c'est que le texte qui existe aujourd'hui est un texte qui date de 1955 et qui date, je ne fais pas de jeunisme, mais il y a quelques points qui pourraient être modernisés dans son régime. Ce régime laisse une large place aux juges, et ça n'est pas une difficulté des baux commerciaux, c'est une difficulté de la justice et de l'insécurité juridique qui règne dans la justice et qui ne permet pas d'avoir
une sécurité, une certitude sur les solutions qui pourront être adoptées par les juges, par exemple, lorsque le locataire quitte le local. Est-ce que l'indemnité qui est due par le locataire est due jusqu'à la fin des loyers qui courent pendant le bail, ou est-ce que c'est jusqu'au moment de la relocation, ou est-ce que c'est un autre critère qui prime? C'est quelque chose qui est incertain en jurisprudence marocaine. Et peut-être que l'une des solutions, en attendant qu'il y ait une modernisation de cette loi, serait de prévoir une clause d'arbitrage à des gens qui seraient des professionnels de l'immobilier et qui permettraient d'avoir des solutions peut-être un peu plus fondées et plus sûres. Et puis par rapport à l'autre texte qu'il faudra revoir. Et l'autre chose, c'est que je vous invite à avoir un bon avocat qui rédige bien vos mots et qui assurera une forme de sécurité juridique aussi dans cette bonne guerre. Et puis sur la VFA, bon alors là on a le texte qui est enfin ou pas enfin, je ne sais pas suivant les opinions parues, c'est très compliqué toujours parce que c'est pareil, c'est un marronnier au printemps on a toujours quelque chose sur la VFA, pas au printemps, à l'automne, à toutes les saisons on a quelque chose sur la VFA, des promoteurs qui sont pas contents, des acquéreurs qui sont pas contents, personne n'est content. Bon, ça, c'est une loi qui doit concilier des intérêts peut-être inconciliables et qui donc doit trancher. Il y a eu quelques avancées pour les promoteurs puisque maintenant le contrat de réservation est prévu, il peut être conclu à partir du moment où on obtient le permis de construire. Enfin, bon, il y a quelques... Bon, après, il y a des choses qui seront considérées par les promoteurs comme étant un recul, puisque les mensualités, enfin, disons, les paiements maintenant sont réglementés, le prix au mètre carré devrait être indiqué, et ça, c'est peut-être pas mal quand même qu'il y ait des précisions sur l'objet qui est vendu, enfin, même si moi j'ai plutôt fait en tête les promoteurs, mais bon, c'est vrai que c'est quand même bien que l'acquéreur sache ce qu'il acquiert. Voilà. Donc là, on verra ce que donne le nouveau texte. Je ne suis pas sûr qu'on arrive jamais à quelque chose qui satisfasse ces deux intérêts qui me semblent totalement contradictoires et que malheureusement il faille faire avec ce qu'on a fait. D'accord. Donc, deuxième série de questions, éventuellement. Je voudrais savoir si le cadre juridique va cadrer la partie dette bancaire et savoir si dans la pratique au Maroc, nous allons aller vers un effet de levier important, ce qui signifie une capacité, un risque plus ou moins important pour les petits porteurs, de façon à cadrer au mieux le risque final. On sait que, par exemple, dans l'immobilier de bureau, nous avons un taux de vacances important et que l'investissement aussi est très frileux. Les investisseurs cherchent du 100% stabilisé. Et donc, que peuvent apporter réellement les OPCI à ce niveau? Et ma deuxième question, elle concerne un peu l'impact in fine sur les prix de la location. Donc, est-ce que par un jeu d'offre et de la demande, il faudra s'attendre à une hausse ou plutôt à une baisse des prix? Il fait souvent, dans les parties financières, une différence entre ce qui est immobilier. J'ai évoqué tout à l'heure les différents actifs qui peuvent être détenus par un EPCI, et donc les terrains immatriculés, les droits réels, les parts, etc. Et donc la limite de 40% à l'emprunt, déjà, premièrement, pour pouvoir emprunter, il faut que l'OPCI est prévu dans son règlement de gestion. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui rédige bien le règlement de gestion. Ensuite, ça serait une grosse bourde d'oublier ça, je crois pas. Bon, c'est même pas un juriste qui doit faire ça. C'est ça dans l'esprit, mais c'est marqué dans le texte, ça serait compliqué. Vous l'aurez pas dit. Exactement. Ensuite, une fois que c'est prévu dans le règlement de gestion, il y a une limite qui est prévue de 40% de la valeur des actifs immobiliers, enfin, que j'entends immobilier, c'est-à-dire celui que j'ai cité en premier tout à l'heure, immeubles et titres de société immobilière. Voilà. Après, bon, il y a une notion peut-être comptable que je vais laisser pas le développer, qui est que l'appréciation de la limite se fait en consolidant les emprunts faits par les sociétés immobilières qu'il détient au prorata de la participation immobilière. Bon, c'est très comptable, je vais laisser.
Non, pour répondre très simplement, c'est très conservateur. Des effets de TRI ou bien de rendement leveragé très élevés, mais en même temps, voilà, c'est très protecteur par rapport au texte ou bien à la pratique ailleurs dans le monde. On est bien. Maintenant, par rapport à la deuxième question. Ok. Sur la deuxième question, sur l'impact sur le marché. Alors, il faut dissocier le marché de l'OPCI et le marché de l'utilisateur immobilier. C'est deux choses complètement différentes. Donc, pour moi, l'impact sur le marché va être plus un impact sur l'investisseur sur le marché lorsque ce produit sera structuré. Aujourd'hui, on va dire que l'attente d'un investisseur, grosso modo, à 30 000 pieds lorsqu'il regarde ce secteur, est autour de 500, 550 points de base, ou on va dire 5 points de plus que le coût d'endettement. Si on voit des marchés qui sont très développés, on va trouver que la différence entre le rendement d'un actif immobilier et la dette bancaire est plutôt autour de 3 points, même parfois moins que 3 points de différence. C'est-à-dire, si 300 points de base, si j'achète un immeuble aujourd'hui à Paris, je vais m'attendre, s'il est bien loué, à un rendement autour de 4%. Si j'achète un immeuble aujourd'hui à Casablanca, je vais m'attendre à du 9%, 10%. Voilà l'effet que la liquidité de ce marché et que la liquidité du sous-jacent fait pour l'investisseur. Malheureusement ou heureusement, il n'y a pas d'effet produit et marché de la location ou bien du sous-jacent ou bien de l'utilisateur direct. Il y a des effets un peu indirects, qu'il y ait peut-être une offre et une demande plus adaptées dans le temps, mais l'effet direct, il n'existe pas. Donc par rapport à la dette, je pense qu'on est au même niveau qu'aujourd'hui, et puis les banques sont relativement conservatrices ici au Maroc. On ne va pas hyper leverager comme c'est le cas peut-être aux États-Unis. Pour ce qui est de la situation du marché de l'immobilier, alors ça par contre c'est mes plates-bandes. Je pense qu'il n'y a pas un grand taux de vacances aujourd'hui, dépendamment des actifs, et des actifs qui sont bons et qui sont remplis parce qu'ils sont bons. Voilà, donc je vous remercie. Peut-être une dernière question, allez. Sans micro. Donc, finalement, je représente Invest, qui est une société d'investissement. Donc, ma question, c'est plus une question de foncière. Vous avez parlé, si j'ai bien compris, de 10% de liquidité dans la composition de ces portefeuilles. Est-ce que nous, en tant que société d'investissement, on doit garantir la liquidité? Est-ce qu'on doit garantir la sortie du petit porteur? Donc, je pense que la liquidité elle est garantie dans le cadre d'une société cotée, donc ici, puisqu'il y a un échange d'actions. Dans le cadre d'une OPCI, est-ce que nous, on doit avoir le cash suffisant si 50% de nos investisseurs souhaitent sortir, ou est-ce qu'on va passer là-dessus? Rapidement, je pense que vous avez posé la question clé de tout ce montage. Parce que, et pourquoi je dis ça? Parce qu'au-delà de l'aspect juridique de garantir ou de ne pas garantir, c'est si vous avez un investisseur qui porte 50% de vos parts et que vous n'avez que 10% de liquidité, oui, vous êtes à risque envers votre investisseur, peu importe ce que vous avez mis en termes de garantie derrière, sur est-ce que vous avez 30 ou 40 de liquidité, parce que quand vous sortez vendre un immeuble d'une certaine taille à Casablanca, je pense, vous pouvez le confirmer, ça ne se fait pas en 2 mois, ça ne se fait pas en 6 mois. Et juridiquement, je vais vous laisser peut-être expliquer le mécanisme du prospectus et comment est-ce que ces éléments-là sont plus vendus par rapport à... Oui, ce qui est prévu dans le texte, dans le projet de loi aujourd'hui, c'est qu'il y ait 60% au moins des actifs qui soient immobiliers, au sens large, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des immeubles ou des types de sociétés immobilières, et qu'il y ait au moins 10% des actifs qui soient des liquidités. Voilà, il n'y a pas d'obligation de faire face, tout d'un coup, si tout le monde veut vendre, et bien tant pis, il faudra bien vendre des immeubles, il faudra attendre que les immeubles soient vendus pour pouvoir rembourser les parts. Il n'est pas prévu d'obligation, de responsabilité de rembourser, de garantir la vente des actifs immobiliers qui sont derrière. D'accord. Donc, je vous remercie infiniment. Donc, vous avez bien voulu accepter de jouer le jeu.
pour un sujet qui est encore une fois très théorique, dans la mesure où on n'a pas encore de pratique sur le marché. Ce que je vous demande, donc, c'est Save the Date. La prochaine matinale, ça sera, Inch'Allah, le 26 mai, donc toujours un jeudi. La 6e édition des matinales d'immobilier d'entreprise sous le thème des green building. On va parler de cette thématique-là qui commence à être de plus en plus présente. Alors, je remercie aussi les partenaires, l'équipe d'organisation, merci les filles, et à tous ceux qui reviennent toujours, et on les retrouve avec grand plaisir. Et donc à la prochaine, et on se retrouve sur la. Bravo, merci.